Nous les imaginons bien volontiers allongés sur des méridiennes, occupés à déguster un excellent vin épicé, le tout accompagné d'un gigantesque buffet. Ils seraient détendus et alanguis au son de musiques hypnotiques tout en profitant du spectacle de danse purement orgiaque. Ou bien occupés à hurler dans des gradins, avides de sang, attendant le verdict d'un empereur, pouce à l'horizontale. Mais en vrai, que savons-nous réellement du théâtre romain ? L'origine du théâtre romain de l'Antiquité fait aujourd'hui toujours débat. Mais il serait plus juste, sans doute, de parler des origines. Avant toute chose, il faut rayer de nos esprits l'idée d'une culture gréco-romaine. Au vu des dernières découvertes, ce terme n'a plus aucun sens aujourd'hui. Je m'explique. Il faut d'abord garder à l'esprit que Grecs et Romains étaient très éloignés sur un très grand nombre de sujets. Avant de passer de la civilisation grecque à la civilisation romaine, faisons un petit détour. Géographiquement, nous restons dans ce qui est encore aujourd'hui l'Italie. Mais approchons-nous un peu du centre de la péninsule italienne et plus précisément de la côte tyrrhénienne. Il y a là un peuple que l'on méconnaît grandement et que l'on appelle les Étrusques. Je ne vais pas vous faire leur arbre généalogique, retenez seulement que, comme souvent, on ne sait absolument pas d'où ils sortent. Les Étrusques étaient friands de spectacles en tout genre. Bien sûr, à l'époque dont nous parlons, la domination culturelle sur le pourtour de la Méditerranée est grecque. Les Étrusques vont y prendre ce qui les intéresse et modifier les choses pour jouir d'un genre nouveau qui leur correspond davantage. Ces spectacles comportaient une grande part de musique et de danse. Loin de s'inspirer en direct de la culture grecque, les Romains ont absorbé la culture étrusque. À la différence des Grecs, chez les Étrusques, et ce sera aussi le cas chez les Romains, le spectacle n'a rien à voir avec la religion. Ce sont deux choses indépendantes l'une de l'autre. L'on sait que c'est au IVe siècle avant Jésus-Christ que les Romains ont vu pour la première fois la danse des Ludions étrusques. La société romaine est une société du jeu et du paraître. Construite, si l'on se réfère à la légende, par Romulus, c'est une société dans laquelle le pouvoir ne provient pas d'une décision divine. Romulus lui-même n'était qu'un homme. De fait, les hommes de pouvoir se doivent de ne pas ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. Il est donc impératif d'être reconnaissable comme quelqu'un d'important et ce, au premier coup d'œil. Les vêtements et les couleurs sont là pour ça, la pourpre en premier lieu, évidemment. Dans cette société, les hauts magistrats se cherchent donc des faits glorieux, destinés à les rendre légitimes dans leurs attributions liées au pouvoir. Et quoi de mieux pour ce faire que de spectaculariser sa propre histoire et celle de sa famille. On trouve donc plusieurs types d'événements spectaculaires qui peuvent être vus comme des prémices au jeu. Il y a par exemple les processions que l'on nomme Pompa Triumphalis. Lorsqu'il s'agit de célébrer un exploit guerrier par exemple, l'on va défiler dans toute la ville avec tout ce qui est susceptible de montrer la grandeur de l'homme ou de la famille. De fait, l'on peut également voir les prisonniers ou les rois captifs que l'on enchaîne à l'arrière du char et que l'on traîne dans toute la ville. Pour l'anecdote, sous l'Empire, l'architecture générale des villes sera modifiée. Le principe de la Pompa Triumphalis, jusqu'alors soumise à un décor éphémère, deviendra pérenne. C'est ainsi que l'on verra la construction de monuments que l'on appellera par la suite les arcs de triomphe. Il y a donc le triomphe, mais également la pompa. C'est une sorte de mi-procession, mi-exhibition qui se fait à la fermeture de la saison de la guerre ou lors de la mort d'un patricien. L'on exhibe alors son corps dans une longue procession funèbre qui se termine toujours au cimetière à l'extérieur de la ville. Les jeux à Rome s'appellent des ludi. Ils sont à diviser en deux catégories. D'abord, les ludi circenses, qui comptent les combats d'animaux, les exhibitions d'athlètes et les courses de chevaux. Ensuite, les ludi scaeniki, qui eux sont dévolus au théâtre. Et non, les combats de gladiateurs n'en font pas et n'en feront pas partie jusque sous l'Empire. Et comme nous allons parler principalement de la République, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. De la même façon, les nomachis, soit les reconstitutions de batailles navales dans des lieux immergés pour l'occasion, constituent un type de spectacle très spécifique qu'on retrouvera principalement sous l'Empire. Mais revenons au mot. Ludi scaeniki signifie jeu scénique.
Ces jeux sont représentés sur la skaena. Le mot vient de la skéné grecque, mais son orthographe un peu curieuse provient justement de ce qu'elle a fait un détour par les Étrusques. À ce moment-là, la skaena n'est rien de plus qu'une baraque en planche, construite à l'occasion des jeux et destinée à être détruite par la suite. Attention cependant, la skaena n'est pas une scène au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est une baraque en bois devant laquelle jouent les histrions, en aucun cas ils ne jouent dessus. Percée de 3 portes, elle permet également de gérer les entrées et sorties des personnages. Au fil du temps, de la République à l'Empire, le nombre de jours sur une année dédiés au jeu va aller crescendo. À la différence du théâtre grec, qui comportait 2 périodes assez courtes pour les représentations théâtrales, les Romains se noient dans les ludis à longueur d'année. À titre d'exemple, sous la République, on compte 55 jours de jeux scéniques pour 77 jours de jeux au total. Sous l'Empire, on montera à 101 jours de jeux scéniques pour environ 175 jours de jeux au total. C'est colossal. Ces jours de jeu sont des jours de fête. Ils appartiennent à un temps particulier qui est typiquement romain et que l'on appelle l'otium. L'otium se définit par l'interruption des activités politiques et militaires de la cité. Le citoyen devient alors oisif et peut se consacrer à sa famille et aux jeux. L'organisation des jeux requiert un investissement considérable. On est très au-delà de la dépense, ça tient davantage de la dilapidation. L'État verse une subvention, mais elle est dérisoire comparée à ce qui est nécessaire. Le résultat, c'est que les édiles s'y ruinent, mais ils ne peuvent pas faire autrement, leur carrière est en jeu. C'est une telle dépense qu'en 28 avant Jésus-Christ, aucun édile ne se propose pour financer les jeux faute de ressources suffisantes. Il y a en effet beaucoup à faire et à payer. L'édile doit faire ériger un théâtre, acheter des pièces aux auteurs, une pour chaque jour de jeu, payer les répétitions, les acteurs vedettes, les décors et les costumes. Et ça, c'est sans parler des à côté comme des dons divers ou les repas offerts au public. Quant au prix des jeux du cirque, ça défie l'imagination. L'édile paye, mais délègue le travail à un chef de troupe qui va se charger des acteurs, des chanteurs et des danseurs, qui sont des esclaves, affranchis ou non. Le théâtre a un pouvoir populaire certain, dans la mesure où tout le monde doit faire très attention à ce qu'il fait. Si la pièce n'a pas de succès, l'auteur devra rembourser l'édile. Si la représentation déplaît au public, celui-ci n'hésitera pas à jeter des fruits sur la skaena et même à sortir les acteurs de force. A l'inverse, on a aussi vu des acteurs affranchis par la seule volonté d'un public transporté de joie. Leurs salaires peuvent même devenir colossaux. Le chef de troupe choisit toujours le rôle qui lui convient, et dans la mesure où c'est lui qui choisit la pièce, il essaiera toujours d'en prendre une qui peut le mettre en valeur dans un type de rôle dans lequel il excelle. D'un point de vue scénographique et de machinerie, les Romains reprennent les techniques grecques et les modernisent. Ils parviennent ainsi à mettre en scène tout ce qui leur passe par la tête, de l'apparition d'un dieu à un incendie, en passant par un déluge ou un tremblement de terre. À la différence d'Athènes, Rome entretient avec le théâtre un rapport très ambivalent, le plébiscitant autant qu'elle le rejette. Pour cette raison, il faudra attendre longtemps avant de voir démarrer la construction de théâtres pérennes dans la cité. Jusqu'alors, les théâtres sont construits spécialement à l'occasion des jeux, puis détruits en suivant, à la différence du cirque qui, lui, a une place de choix. Le cirque et le théâtre s'opposent à tout point de vue, y compris sur l'emplacement. Pour le théâtre, une skaena se construit n'importe où. De facto, les spectateurs s'installent également n'importe où. Il y a parfois des chaises, parfois pas. Il arrive que des gradins soient installés pour faciliter l'accès au spectacle, mais ce n'est pas systématique. Si le lieu s'y prête, il arrive même que les spectateurs s'assoient sur les marches d'un temple. Les premiers théâtres permanents seront d'abord construits en province au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Là encore, il va s'agir de différencier cirque et théâtre. Au cirque, il s'agit de voir, tout passe par le regard. Au théâtre, en revanche, il s'agit d'écouter, puisque l'essentiel de la représentation repose sur la musique et le chant. De fait, les architectes de théâtre ne vont réfléchir les lieux que par rapport à l'écoute nécessaire. La vue sera superflue. Donc, clairement, on n'y voit rien. Là où les Romains vont innover, c'est qu'à la différence des Grecs, ils ne vont pas utiliser les reliefs naturels des paysages pour dessiner la pente de leur théâtre. Ils partent, toujours, du plancher des vaches. Toute leur architecture se base sur l'horizontalité du sol. Les gradins sont élevés sur une structure de soutènement disposée en demi-cercle. Encore une fois, tout est calculé selon des principes acoustiques. Il faut que les sons émis soient naturellement amplifiés et répercutés sans que cela ne provoque d'écho. Vaste problème donc.
Cela se posera de nouveau lors de la construction des premiers théâtres en pierre, la nature même de la pierre modifiant la propagation du son. Pour que tout soit optimal, on placera donc une caisse de résonance sous chaque siège, en l'occurrence un vase de bronze ou de terre cuite. Alors pourquoi ce long refus de construire des théâtres pérennes à Rome ? Le théâtre donnait aux Romains l'occasion de se réunir en dehors des institutions, et cela, bien entendu, posait problème aux dites institutions, le Sénat notamment. De plus, le théâtre est le lieu de la parole persuasive, il est donc, fatalement, dangereux. Le théâtre nécessite en sus de très gros investissements, et s'il devient pérenne, le danger est que la somme allouée au théâtre soit absolument colossale. De plus, le théâtre, bien que largement plébiscité, est toujours considéré comme un lieu d'immoralité publique. Pour donner une bonne idée de ce qui est attendu de la part d'un organisateur lors des Ludus Caeniki, on peut conter l'histoire d'Aemilius Cahurus. En 58, cet ami de Cicéron engloutit sa fortune dans la construction d'un théâtre pouvant accueillir 80 000 personnes. Mais ce n'est pas tout. Architecturalement, le théâtre possède 3 étages sur le front Senae. Le premier orné d'or, le second d'argent et le troisième d'ivoire. Cela sert principalement à capter le regard. Les représentations ayant lieu en journée, il est impossible d'utiliser la lumière de façon à attirer le regard du spectateur. Il faut donc l'attirer différemment. Il était décoré de 360 colonnes de marbre, de verre et de bois doré. On y trouvait également 3000 statues et tableaux. Et le comble dans tout ça, c'est que ce théâtre ne resta debout qu'1 mois avant d'être détruit. À Rome, on ne parle pas de gaspillage, au contraire. La fortune des uns est faite pour resserrer les liens sociaux de tous. L'argent doit donc être dépensé dans ce but. C'est Pompée qui réussira, en employant une ruse grossière, à faire construire le premier théâtre pérenne à Rome. Les théâtres seront construits de façon définitive à la chute de la République. Néanmoins, comme il y a beaucoup de spectacles, la nécessité de plusieurs théâtres se fait sentir. On continue donc encore longtemps à ériger des théâtres éphémères pour pouvoir accueillir toutes les représentations. Tout comme le front Senae, les costumes se doivent d'être remarquables dans tous les sens du terme. Les tragédiens sont coiffés de hautes couronnes, de robes longues, pourpres ou violettes, et parfois de manteaux. Ils sont montés sur des chaussures à semelles épaisses qu'on appelle des cothurnes. Les comédiens, eux, relèvent d'une autre esthétique. Ils doivent pouvoir être associés à leur rôle au premier regard. De fait, la codification y est bien plus stricte que pour la tragédie. Les personnages peuvent être organisés en classes. On y trouve les hommes, les femmes, les jeunes gens, les vieillards et les esclaves. Ils peuvent aussi être organisés en espèces. On y trouve les parasites, les militaires, les banquiers et les proxénètes. Les vieillards ont un vêtement blanc, les jeunes un costume multicolore, les esclaves ont une tunique courte, les parasites portent leur manteau roulé sur le bras, les personnages heureux portent des couleurs brillantes, les malheureux sont loqueteux, les riches portent la pourpre, les pauvres du rouge sombre, les soldats ont la chlamyde de pourpre, les jeunes filles sont vêtues en étrangères, le proxénète a un vêtement brodé, la courtisane est habillée de jaune en signe de cupidité. Les perruques ont aussi leur importance. Les esclaves sont roux, les vieillards blancs et les jeunes gens blonds ou bruns. Pour ce qui est du texte, toute parole est une prise de pouvoir sur l'espace, à la fois par la voix mais aussi par la danse, puisque les deux sont indissociables. Le dialogue est généralement un duel dans lequel se joue justement l'appropriation de cet espace. Dans la tragédie, le chant du héros furieux métamorphose l'espace en espace mythologique, car la puissance vocale est l'apanage du tragédien. Dans la comédie, les instants de haute lutte se font entre représentants du plaisir, les jeunes gens, les esclaves et les courtisanes, et représentants de l'austérité, les proxénètes, les vieillards et les banquiers. L'agilité, elle, est le propre du comédien. Pour ce qui est du masque, il ne prend jamais vraiment ses quartiers dans le théâtre romain. Il vient, repart, intègre la tragédie, puis disparaît, fait de même avec la comédie. De fait, comédiens comme tragédiens se maquillent. Ils sont fardés de blanc pour les rôles féminins, ont le teint foncé pour les hommes et rubicon pour les esclaves. Le type de jeu est très particulier. Dans la gestuelle de l'acteur, tout est codifié à l'extrême. On utilise pour cela 2 types de gestuels, la chironomie, ou jeu des mains, et l'orchestique, ou jeu du corps. Les deux sont parfaitement indépendants. La chironomie comprend 14 positions de main et des significations différentes pour chacune. Par exemple, quand 2 personnages masculins dialoguent, ils tendent le bras droit l'un vers l'autre, en tendant l'index et le majeur et en repliant les autres doigts.
À l'exception des esclaves, les personnages masculins n'utilisent que la main droite et ont interdiction de la lever plus haut que les yeux car cela est réservé aux mimes. Au théâtre, tout a une signification, jusqu'au drapé des costumes. En termes d'expression, les acteurs jouent uniquement avec le haut de leur visage, le front, les sourcils, les paupières et les yeux. Attention, les mouvements de la tête ne doivent jamais être indépendants de ceux du corps. Cette technique est réservée aux tragédiens qui jouent des rôles de furieux, car cela symbolise la folie. Les mouvements liés au déplacement sont également très spécifiques. Les vieillards, les jeunes gens, les soldats et les femmes respectables bougent lentement pour rendre compte de leur dignité et de leur sérieux. L'esclave, la servante et le parasite s'agitent beaucoup à l'inverse. Voyez à quel point tout cela est précis, c'est vertigineux. Naturellement, tout cela est accompagné de musique. On trouve sur scène deux types d'instruments, la tibia et le scabellum. La tibia n'est pas à proprement parler une flûte. C'est un instrument à vent qui, de par l'utilisation d'une hanche, se rapproche davantage du hautbois ou de la clarinette. Le scabellum, lui, est un instrument à percussion. L'acteur est frappé d'infamie dans la société romaine. Cette infamie atteint tous les artistes qui posent le pied sur la scaena, acteurs, chanteurs, danseurs et musiciens. Malgré leur succès, les acteurs sont systématiquement exclus de la vie politique de la cité. Dans la mesure où ils montent sur scène, où ils se donnent à voir, leur corps est désormais perçu comme lascif et comme de la prostitution à la République. Il n'est pas évident de savoir d'où provient cette infamie. Néanmoins, l'on peut supposer que cela remonte aux Étrusques. Chez les Étrusques, les histrions étaient systématiquement des esclaves. Ceci peut expliquer cela. D'un point de vue purement juridique, à Rome, un esclave, affranchi ou non, n'a pas de droit civique. Si nous restons sur le juridique, la scène est par excellence l'espace de l'infamie. À partir du moment où l'on monte sur scène, il n'y a pas de retour en arrière possible. Dans le théâtre grec, la religion est inhérente au spectaculaire. Mais ce n'est pas le cas dans le théâtre romain. La religion n'étant pas là pour marquer cette coupure entre théâtre et politique, et les frontières étant souvent poreuses, il faut donc définir cette coupure d'une autre façon, en l'occurrence en frappant les acteurs d'infamie. Fait marquant, les seuls acteurs à n'être pas frappés par cette infamie sont les acteurs d'Atellane, un genre typiquement étrusque, et qui sont également les seuls acteurs à utiliser le masque sur scène. À l'exact opposé, on trouve le mime. C'est un genre tellement immoral pour les Romains que c'est également le seul où l'acteur peut être une actrice. C'est dire la grande considération dont jouissait ce genre. À Rome, il y a un lien automatique entre exhibition et licence sexuelle. Les corps des acteurs sont nécessairement ceux de gens sans moralité, sans pudeur et sans respect pour eux-mêmes puisqu'ils donnent à voir ce corps pour le plaisir des autres. De fait, c'est aussi pourquoi les écoles de théâtre et de musique forment indifféremment acteurs et prostituées des deux sexes. L'infamie est tellement grave qu'un avocat ou tout autre orateur public doit prendre garde à sa position. Il peut s'inspirer de l'acteur mais ne doit jamais, au grand jamais, franchir la limite. Il pourrait soudain passer pour un histrion et tout perdre en un clin d'œil. Ce théâtre nous paraît complexe parce qu'il est méconnu en plus d'être très éloigné de nous. Pour autant, je ne saurais trop vous conseiller d'aller lire Plaute ou Terence si vous voulez rire, et pourquoi pas un petit Sénèque si vous aimez le sanglant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et même à poser des questions, on essaiera d'y répondre au mieux. Si ça vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez à l'affût.